Merci d'être avec nous. Est-ce que c'est la peine de vous présenter? Je ne sais pas, je vous en prie, installez-vous. Plusieurs fois ministre, aujourd'hui président de la région des Hauts-de-France, également fin connaisseur. Ça fait toujours un tout petit peu nécrologie, je trouve. Non, alors je voulais toujours un petit peu. Ça marchait mieux après ce que j'ai dit. J'allais dire fin connaisseur des sujets de l'habitat et du cadre de vie. C'est mieux. Voilà, donc merci d'être avec nous à nos côtés aujourd'hui. C'est une journée importante pour les... Faut-il que le sujet soit important et que ce rendez-vous le soit également? Parce que pour avoir remis juste avant de venir chemise et cravate, faut-il que je tienne au sujet? Alors, je vous aurais... Non, j'étais juste en polo avant. Je pense que personne ne vous en veut si jamais vous vouliez enlever votre veste. Mais, en tout cas, donc le sujet est important, je le disais. Pour commencer, nous l'évoquons depuis ce matin. La crise du logement sévit depuis plusieurs années, on va le dire maintenant. On le dit chaque année aux assises, dans un contexte économique et social complexe. Et dans les Hauts-de-France comme ailleurs, l'actualité n'aide pas à pouvoir se projeter vers de meilleurs horizons. Demain, un projet de loi Relance Logement sera présenté au Conseil des ministres. Plus largement, le cadre de vie, l'habitat, ce n'est pas que penser le logement. Vous n'allez pas me contredire là-dessus, mais c'est aussi penser la ville, ce qu'il y a autour. C'est penser la société d'aujourd'hui. Alors finalement, ma question, c'est ça. Ma première question, votre vision actuelle, votre état d'esprit, est-ce que notre société va s'en sortir? Est-ce que vous croyez en la relance aujourd'hui sur le sujet du logement? Déjà, il y a une très belle phrase que j'attribue à Alain, duquel a différents pères, mais je ne le crois pas. Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Et si je continue à faire de la politique depuis toutes ces années, c'est parce que je pense que la politique permet de continuer à bouger les choses, à changer les choses et à améliorer la vie des gens. C'est toujours comme ça que j'ai vécu mes différentes fonctions publiques, politiques, ministre. Je ne parlerai pas en détail de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, mais c'est aussi des choses qui ont amélioré la vie. Pareil en tant que maire et aujourd'hui à la tête de la région. Les politiques ne sont pas les seuls dépositaires de cette capacité à transformer la vie. Vous en êtes d'autres. Vous en êtes d'autres. Chacun à sa façon. Mais il est vrai que la politique permet de dénouer des situations et aussi de montrer très clairement qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense que le problème que l'on a aujourd'hui est à différents niveaux. Je le dis sans aucune agressivité vis-à-vis de qui que ce soit, mais il faut bien comprendre ce que représente l'habitat, l'immobilier, la pierre dans la société française. C'est quelque chose d'essentiel. Or, depuis quelques années, ça n'a pas été perçu comme tel par nombre de décideurs. Je le dis comme je le pense. Je crois sincèrement que ce que représente l'habitat, ça n'a pas été la juste priorité. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir fait cela. Voilà, je crois, 18 mois, je participe à un colloque international à Barcelone. Quelle n'est pas ma surprise, avant ma prise de parole, d'entendre le Premier ministre espagnol parler crise du logement. Le président de la Generalitat, le président de la région, parle logement. Et le maire de Barcelone, logement, en parlant de la crise. Je rencontre après le président de la Generalitat, je lui dis, pardonnez-moi, mais vous êtes donné le mot ou pas? Vous avez tous parlé du logement. Il dit oui, parce que l'Espagne est l'exemple type d'un pays qui a laissé une bombe à retardement grossir et exploser. Il y a eu la crise de 2008 où des programmes immobiliers entiers ont été interrompus. Ils ont laissé filer les logements touristiques avec notamment Airbnb. Ils n'ont pas relancé à un moment ou à un autre la construction et ils se sont retrouvés dans une situation où on m'explique qu'en colocation, vous avez des familles. Non, je ne parle pas de jeunes actifs individuels. Je ne parle pas d'étudiants, de familles entières qui sont obligées d'être en colocation ou des familles qui doivent faire non pas 50 ou 80 km pour venir travailler, mais jusqu'à 200 km. Et si les trois abordaient ce sujet-là, c'est parce qu'ils ont trop tardé à prendre la mesure et clairement à avoir cette véritable relance. En France, il est tard. Il y a eu cette prise de conscience qui n'a pas été suffisante. Et puis, je le dis avec la diplomatie qui me caractérise, tant que le ministère du Logement sera occupé par des gens compétents, vous aviez Valérie Létard, mais que le véritable ministre du Logement sera à Bercy, ça ne peut pas fonctionner. Finalement, elle est là, le problème, il est là. Je suis intimement convaincu, parce que c'est vrai que l'état des finances publiques est tel aujourd'hui que ceux qui sont à Bercy ont complètement pris le pouvoir, sauf qu'à Bercy, on ne sait réfléchir qu'en fonction de ce qui ne rentrera pas comme recette ou de ce qui sort comme dépense fiscale, en ne voyant pas qu'à un moment ou à un autre, on parle non seulement d'une dimension économique, pas loin d'1 demi-million d'entreprises, vous connaissez le nombre d'emplois. C'est quand même un sujet où depuis des années, quand on voit les problèmes de pouvoir d'achat et de niveau de vie, il y a bien évidemment les salaires qui rentrent, mais il y a ce qui sort. On est entre 27 et 30% du revenu moyen des ménages, c'est sans précédent.
que la question climatique et environnementale n'est pas complètement absente du débat du logement, et qu'on peut faire tous les débats que l'on veut sur la natalité, sur la démographie. Vous savez pertinemment que ce n'est pas la seule dimension, mais la chambre en plus, c'est ce qui fait bien souvent le bébé en plus. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas présent dans les différents débats. Donc je pense, j'espère que la campagne présidentielle sera aussi l'occasion de placer ce sujet au cœur des priorités avec des solutions dont on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de sortir 115 ou 110 J'allais vous demander finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait déjà, proposer ? c'est des directions qui sont très claires. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il faut construire plus et plus vite ? Bon, tout le monde le dit, mais sauf que depuis des années, on a mis des bâtons dans les roues de ceux qui construisent. Que ce soit les différents délais, les différentes procédures, les normes qui ont renchéri. Et si on ne revient pas, je le dis, je l'assume, en arrière sur les normes, et si on ne décrète pas un moratoire de 10 ans sur l'état des normes antérieures à la date d'aujourd'hui, on retombera exactement dans les mêmes travers. Que répondez-vous à ce moment-là aux gens qui vous disent que finalement, si on a mis en place ces normes aussi, c'est en termes de qualité du logement ou alors en termes environnementaux ? On parle justement de ces équilibres. Oui, il y a aussi un très bon terme, je ne sais plus à qui on le prête, qui dit « le mieux est l'ennemi du bien ». On a aujourd'hui créé beaucoup trop de complexité. Et n'allons pas dire que on était finalement, c'est l'empilement qui a... C'est l'empilement. C'est l'empilement et le fait aujourd'hui de se méfier à tel point des acteurs qu'on ne veut plus entendre leur avis. Ne pas considérer qu'ils ont du bon sens parce que par principe, le logement est une dépense et est un coût. C'est ça le fond du... Et il peut rapporter à l'État aussi le logement. On oublie, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, économiquement, c'est un secteur qui rapporte de l'argent. On le sait. On sait combien d'emplois ont été perdus. Et si on reste sur l'économie, moi j'ai le sujet dans une région, les Hauts-de-France, où nous recréons des emplois et où le taux de chômage est le plus bas depuis 40 ans en ce moment, c'est que très clairement, sur les usines de batteries électriques pour l'automobile, demain sur les data centers, sur la construction du canal Seine-Nord-Europe avec les 6 000 emplois pendant les travaux, je n'aurai pas les emplois, je ne réussirai pas à pouvoir les emplois si je n'ai pas les logements nécessaires. Les deux sont étroitement liés. J'en parle souvent avec Bruno Arcadipane, le président d'Action Logement. Nous savons pertinemment, clairement, que s'il n'y a pas ces logements, je ne pourrai pas pourvoir les emplois. Ce ne sont pas des gens qui vont venir faire utiliser les transports en commun tous les jours. C'est en ça que, quels que soient les efforts faits par les ministres, on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas à la hauteur des véritables enjeux. Et après, vous avez un autre point. Je plaide, c'est un peu l'enjeu de cette table ronde, sur quels nouveaux équilibres pour les territoires. Je pense que notre pays a besoin d'une nouvelle donne en termes d'aménagement du territoire. Enfin, vous allez considérer que je ne suis pas tout jeune, tempe grisonnante. J'ai la nostalgie de cette époque où on ne prévoyait pas tout à l'avance, mais où il y avait une forme de planification, où il y avait des directions qui étaient posées. Aujourd'hui, le choix qui a été fait dans notre pays est celui de la métropolisation à outrance. Or, beaucoup de pays ont eu un développement plus harmonieux parce que le développement s'est fait avec les métropoles, mais pas tout sur les seules métropoles, également avec une politique sur les villes moyennes. C'est pas parce que j'ai grandi dans une ville moyenne, que j'étais maire d'une ville moyenne, que je continue à habiter à Saint-Quentin. Les villes moyennes ont du sens parce qu'elles permettent aussi de tenir et d'irriguer l'ensemble du territoire, comme les zones semi-rurales. Si vous êtes sur les seules métropoles, il y a de grandes chances que le développement des métropoles se fasse au profit des seules métropoles. Donc finalement, c'est un enjeu de territorialisation que vous... Exactement. Exactement. Parce que je reprends la thématique de Dunkerque. Dunkerque, sur la décarbonation de l'industrie, sur les batteries électriques qui y contribuent, mais les batteries électriques ne sont pas seulement à Dunkerque. Nous avons besoin de construire sur Dunkerque, mais pas seulement. Je vais aussi avoir à construire sur Saint-Omer, sur autour de Dunkerque, sur nombre de villes moyennes. Et si vous êtes sur une seule logique de métropolisation, je pense que vous faites fausse route. Mais ça, encore une fois, il va falloir changer de viseur sur les priorités publiques et sur les priorités... Donc finalement, une stratégie nationale de politique publique, d'ambition, de cap, ce qui est un peu fait là, en l'occurrence en proposant ces 400 000 logements par an, et en même temps une territorialisation, quelque chose de très local. Je ne suis pas hyper gourmand en matière de compétences, parce que je sais que quand on demande des compétences pour les assumer, il faut aussi avoir les moyens de le faire. Mais je pense sincèrement que les régions, les conseils régionaux, seraient certainement la bonne échelle pour envisager justement cette forme de stratégie en termes de logement. Bien évidemment, les maires, les intercommunalités sont en première ligne, mais d'avoir quand même ce regard ne serait pas bête, d'autant que nous avons à gérer les schémas régionaux d'aménagement du territoire et l'application
de la fameuse loi zéro artificialisation nette. Mais alors justement sur la question de l'empilement un peu justement, beaucoup de professionnels du bâtiment disent aussi, en fait justement on a aussi un empilement de compétences entre le maire, la région, l'interco. Aujourd'hui il y a zéro empilement, on a zéro compétence. On n'a pas notre mot à dire. C'est l'interco qui bien souvent gère les permis de construire, les maires se sentant parfois dépossédés, département, région, on n'a pas voix au chapitre. Cette complexité-là, elle existe aussi. Donc il n'y a pas d'empilement. Le véritable problème, et ça participe à l'idée que je développe, un peu comme Jean-Louis Borloo le fait avec la France fédérale, moi je suis sur la République des territoires, il nous faut un changement de gouvernance dans notre pays. Qu'au niveau national, on détermine une stratégie, mais expliquez-moi comment la stratégie peut être la même dans une région comme la Bretagne ou l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Pareil, comment je peux avoir la même stratégie, notamment sur Dunkerque, sur Lille ou sur Amiens, alors qu'on a besoin aussi, dans l'Avesnois qui retrouve aujourd'hui les perspectives ou dans le Saint-Quentinois, les problèmes sont différents. Ce sur-mesure, vous ne pouvez pas le faire depuis Paris. C'est impossible. Et donc je plaide pour que l'on, et je l'assume, déshabille un peu les ministères pour habiller davantage les territoires. Mais dans les territoires, je ne propose pas de donner toutes les clés aux élus. Je propose qu'il y ait un double des clés, préfet, élu, parce que cet attelage-là a du sens. J'en suis intimement convaincu. Après, on a besoin d'une visibilité. La France est un pays formidable, mais j'ai été chef d'entreprise. On a quand même besoin que les règles ne changent pas tous les 4 matins. Et l'idée d'avoir une forme de loi pluriannuelle qui donne cette visibilité réglementaire et législative, j'en ai parlé avec un moratoire, mais aussi que l'on puisse donner les moyens d'avoir de nouveaux outils fiscaux. Oui, j'ai bien dit outils fiscaux. Et si, je l'ai bien dit. J'ai bien dit qu'il y avait des problèmes de finances publiques, mais c'est là où j'ai un différend avec Bercy. Quand on sait ce que rapporte la construction de logements neufs en termes de construction, en termes de TVA, vous ne croyez pas quand même qu'avoir un outil fiscal bien adapté permettrait également d'avoir des recettes de TVA bien supérieures? C'est ça aussi le fond du problème. Ils ont besoin d'être bien calibrés. On sait qu'il y a eu des exemples plus ou moins heureux, mais vous donnez une véritable visibilité réglementaire, une ambition. Vous changez effectivement les règles en matière de normes et vous remettez en place un outil fiscal qui ne vous coûtera pas plus que ce que vous rapportera le surcroît de TVA. Je pense qu'on a la possibilité, dans ces conditions-là, de retrouver l'ambition, de pouvoir permettre aux Français d'être à la fois bien logés et mieux logés. Mais alors justement, bien logés et mieux logés, il y a quand même un sujet. C'est le cas aujourd'hui, donc on parle de canicule. Votre région a subi aussi de nombreuses inondations. On voit qu'il y a une urgence climatique et cette urgence-là climatique, il faut aussi la traiter. Et du coup, comment on fait finalement pour allier tout ce... Comment on arrive à trouver cet équilibre? On repense ce nouvel habitat. On travaille bien évidemment avec des écoles d'architecture. On travaille aussi avec des spécialistes parce qu'on ne construira plus de la même façon qu'on a construit 10, 20 ou 30 ans. Donc c'est par l'innovation aussi de la filière? Je crois beaucoup à ça. Et comment l'encourager à ce moment-là? Le capital d'innovation existe, la seule chose c'est qu'il faut leur donner vos chapitres et pouvoir les associer. Et de comprendre que sur la prévention des inondations, ce n'est pas seulement la question de savoir si ce sera des haies, comment on va artificialiser les sols et autres. Il y a aussi de nouvelles solutions. Et je le vois, on a commencé à le faire notamment dans le Pas-de-Calais, autour de l'Audomarois, autour de Saint-Omer, à ce que nous ont proposé les professionnels est à la fois simple est vraiment très innovant. On a les solutions, mais il faut les associer dès le départ. Mais justement, avec cette canicule, là, aujourd'hui, il y a les débats ressortent encore sur comment aider justement les Français à mieux isoler leur logement. Enfin, on parle aussi de rénovation. La rénovation énergétique, elle doit embarquer aussi ce sujet du confort d'été. Dans ces cas-là, posons-nous la question, plutôt que les atermoiements qu'on a eus, notamment sur la prime rénov', qu'est-ce qu'on décide de faire? Et puis, il y a aussi un sujet qui est un peu plus philosophique et stratégique. C'est que la question, c'est l'adaptation au changement climatique ou c'est effectivement la question comment on freine... De l'atténuation, finalement. L'atténuation. Or, pendant très longtemps, un certain nombre de penseurs ont été sur l'atténuation et pas sur l'adaptation. Je ne suis pas un adepte du en même temps, mais cette question d'adaptation est clé. En commençant par ce qui aujourd'hui nous choque le plus, et il y a de quoi, les écoles et les hôpitaux. Or, cette question n'a pas été traitée depuis des années, parce qu'on était sur l'atténuation. Je ne vais pas vous dire que l'atténuation n'est pas un enjeu, je ne suis pas un climato-sceptique. Mais une chose est certaine, l'adaptation est aussi un sujet clé. Et je pense qu'il n'est que tard, il est tard, mais il n'est jamais trop tard en politique,
pour justement aller sur la question de l'adaptation. Donc finalement, je vous disais, vous n'êtes pas un adepte du en même temps, mais finalement, c'est quand même essayer de, en même temps, agir sur le côté de l'équilibre côté environnemental, en même temps arriver à faire je crois plutôt à cet équilibre. Attendez, levez-vous, bougez en même temps la jambe droite et la jambe gauche, ça va être compliqué. Vous allez sautiller. L'équilibre, c'est quand vous marchez sur ces deux jambes. Il y a l'adaptation et il y a l'atténuation. Bien sûr, et je parlais aussi de toute la réindustrialisation, etc. Mais sauf qu'on a besoin aussi de rétablir toute cette chaîne de production. On voit qu'il y a beaucoup de professionnels qui attendaient beaucoup de la rénovation, qui ont besoin de savoir quelles sont les priorités, comment on va accompagner, est-ce que c'est avec des dispositifs simples, très simples, et d'autre part, est-ce que ça va être valable pour au moins 5 ans ? Ou est-ce que ça va changer tous les 4 mois ? C'est là finalement l'idée, c'est d'arriver à cette stabilité. Ce pays a besoin de simplicité, je le vois dans différentes mesures que nous prenons à la région. Si ce n'est pas simple, ça ne marchera pas. Si c'est simple, ce n'est pas sûr que ça marche, mais il y a plus de chances. Tout ce qui est compliqué aujourd'hui ne fonctionne pas et ne fonctionne plus. Donc ce n'est pas remettre en cause l'accompagnement, c'est finalement le faire mieux. Bien sûr, je pense que c'est ça le sujet. Mais on n'échappera pas, vous savez, on peut se moquer des tables rondes, on peut se moquer des Grenelles. Mais comme les gens aujourd'hui ne se parlent plus, à part dans des occasions comme celle-ci, je pense qu'il va être temps de pouvoir remettre tout le monde autour d'une table, d'expliquer les contraintes que tout le monde connaît et de savoir quelles sont nos priorités. Pendant des années, on a mis la priorité uniquement sur les métropoles. Je pense que ça n'est pas le bon schéma de développement d'un pays comme le nôtre. Et puis, vous avez aussi un autre sujet sur lequel il faut éviter les caricatures, notamment la loi zéro artificialisation nette. La loi ZAN, je trouve qu'effectivement, elle est très contraignante, trop contraignante. Et ce n'est pas parce que je suis la région, d'autres présidents de région m'ont reproché d'avoir bien négocié ou trop bien négocié. Nous avons encore du foncier. Mais quand j'entends qu'aujourd'hui, il faut tout remettre en cause et qu'il faudrait continuer à artificialiser comme par le passé, ce n'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, on ne peut pas dire d'un côté, tiens, en même temps qu'on aime l'agriculture, et continuer à consommer autant de terres agricoles. Donc le véritable enjeu, c'est de déterminer le bon équilibre, qu'il n'y ait pas trop de contraintes. Moi, l'artificialisation me permet d'avoir toujours mes projets économiques. Mais sur Dunkerque, une partie de mes terrains, du foncier, sera réservée à de l'habitat parce que j'ai encore une fois un lien avec l'économie. C'est ça, à mon avis, le sujet clé. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout ou rien, ce n'est pas le retour en arrière, il n'y a pas de nostalgie à avoir, mais je pense qu'on peut adapter les choses intelligemment. Et pour cela, ce n'est pas lié à moi, mais les acteurs de terrain seront toujours mieux placés que si on continue à décider depuis Paris. La France est un pays formidable, mais 1000 fois trop centralisé. Il n'y en a aucun qui fonctionne comme nous. Il n'y a aucune entreprise, aucune organisation où tout se décide dans un ou dans 2 bureaux à Paris. Et ça, c'est plus possible. Justement, c'est aussi un sujet que portent les professionnels qui sont autour de moi dans cette filière. C'est que on a l'impression aussi que le profond besoin, c'est de montrer que ce sujet du logement et de l'habitat, c'est un sujet d'intérêt général. Donc il doit être transcendé aussi les politiques, enfin transcender les partis politiques, on va dire ça comme ça, transcender les idéologies. C'est un sujet d'intérêt général et donc il faut pouvoir avancer. Là, on a un projet de loi qui arrive bientôt. J'ai peut-être une objection. Devant une assemblée un peu. J'ai peut-être une objection sur ce que vous dites. Je me suis peut-être pas dit le bon mot, mais vous avez compris l'idée. Non, vous inquiétez pas. On est dans une logique décroissante ou pas? Parce que s'il y a une logique décroissante, je ne serais pas d'accord. On a besoin de construire davantage. Il y a bien évidemment la question des transformations qui n'est absolument pas une question secondaire. Mais la vérité, vous prenez la question des logements vides, vous prenez la question des transformations, vous avez besoin de construire davantage. Et encore une fois, dans la question des priorités, est-ce qu'on considère que primo-accédant, ça a vraiment beaucoup de sens dans un pays comme le nôtre? Je pense que oui. Et donc, ça vous amène aussi à refonder vos différents outils en fonction de ça. Mais si la logique est décroissante en disant on a ce qu'il faut et on va se débrouiller comme ça, là, je ne suis pas d'accord. Et vous voyez, c'est aussi la limite du consensus. Il ne faut pas qu'on donne le sentiment d'être d'accord si on ne l'est pas en réalité. Je comprends, mais voilà, cette idée de relance doit être portée par tout le monde. L'eau tiède, même aujourd'hui, ça ne sert qu'à se laver les mains. Pour terminer, merci. Pour terminer, alors depuis ce matin, tous les intervenants, je leur pose la question. Alors, je ne vais pas vous poser exactement la même question, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc voilà, plusieurs intervenants depuis ce matin ont dit, voilà, quel grand message je voudrais entendre ou donner aux futurs candidats ou candidates à la présidentielle. Vous n'avez jamais caché vos ambitions sur cette élection-là. Du coup, j'ai envie de vous demander à vous, quel message souhaitez-vous porter et quel message à nos professionnels ici réunis?
Qu'en ce qui me concerne, je pense qu'il faut fonctionner par priorité. Moi, je n'ai pas l'intention dans les mois qui viennent de faire 110 propositions. Il y en aura une en termes de politique publique et de services publics sur la justice, sur la santé, sur l'école et sur le logement. Voilà, je m'arrête là. Le logement reste prioritaire. Il y a bien évidemment d'autres urgences qui sont traitées, mais d'avoir des priorités qui sont essentielles, la justice, parce que ça touche à ce qui est régalien, c'est la fin de l'impunité, c'est la santé, c'est l'école et c'est le logement. Bien évidemment, le rapport au travail, stabiliser notre dette, redevenir souverain, changer la gouvernance, ok. Mais dans les politiques publiques, il y aura clairement le logement. Parce que je sais que derrière cela se posent nombre de questions, je n'y reviens pas, sociales, économiques, environnementales et aussi démographiques. J'en suis vraiment intimement convaincu. Et moi qui suis l'ancien chef d'entreprise et qui me comporte aussi comme un chef d'entreprise à la tête de la région, je sais pertinemment qu'au-delà de la qualité de vie de nos concitoyens, il y a aussi une dimension économique de folie. Je suis très attaché à la tech, au développement de l'IA. On en revient, c'est pas du en même temps. L'avenir de ce pays, ça sera la tech et de l'IA, mais ça sera aussi du béton et de l'acier. Les deux à la fois. Je pense que c'est l'histoire de notre pays, mais je pense que c'est aussi son avenir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est pile dans le temps. Vous êtes parfait. Merci.